notre bourgeoisie, elle est très, 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 très stupide, euh, puisqu'elle vend le meilleur, elle vend le mieux qu'on a. Alors bonjour Anna Kirano, Bonjour. vous êtes membre du Collectivo Antonima, un média alternatif digital basé au Panama. Vous travaillez aussi avec des syndicats, avec la seule candidate de gauche au Panama. Vous pourrez y revenir si vous voulez. Et avec vous, on va s'intéresser à un sujet qui est peu présent dans les médias, en tout cas en Suisse. C'est le Panama, où vous vous trouvez actuellement, et les contestations massives que le pays connaît depuis la fin du mois d'octobre, en raison d'un contrat signé par le président du pays, Laurentino Cortizo, qui porte sur l'exploitation de la plus grande mine de cuivre d'Amérique latine, qui fournit 1% de la production mondiale de cuivre, qu'on va revenir sur tout ça. L'objectif du contrat, en tout cas du contrat passé par le président, c'est de pouvoir exploiter pendant 20 ans au moins cette mine avec une possibilité de prolongation. Ce contrat conclu avec la société Minera Panama, une filiale du géant minier canadien First Quantum Minerals. On va revenir aussi sur cette entreprise. Ce contrat a été approuvé par le Congrès panaméen, mais a aussi provoqué l'éclatement de protestations massives qui continuent encore aujourd'hui. Vous m'en direz des nouvelles, avec des dizaines de milliers de personnes dans les rues, des blocages routiers, mais aussi des blocages dans le port qui mène à cette mine, euh, avec des bateaux qui empêchent l'approvisionnement de la mine en question, au point que First Quantum, donc cette grande société canadienne, soit obligée de réduire le traitement du cuivre de la mine de Panama. Les manifestants exigent en réalité donc l'abrogation d'une loi qui a scellé l'accord négocié après que la Cour suprême de justice a déclaré inconstitutionnel le contrat d'exploitation initial de la mine de cuivre en 2017. Donc c'est un peu complexe, il faudra que vous nous expliquiez. Les manifestants considèrent que le nouveau contrat est également anticonstitutionnel, donc comme en 2017, et que l'activité minière représente une menace pour l'environnement. Le gouvernement, lui, il se défend en arguant qu'il envisage des contributions annuelles minimales de la société minière à l'État de 375 millions de dollars, soit 10 fois le montant de l'accord initial. Donc en gros, le gouvernement, ce qu'il dit, mais écoutez, ça va nous rapporter beaucoup d'argent, vous n'en faites pas. Mais la contestation est telle, en tout cas fut telle, que le président Cortizo fut contraint d'organiser un référendum qui aurait dû avoir lieu le 17 décembre prochain pour laisser la possibilité au peuple du Panama de voter pour abroger ou non la loi sur les contrats miniers. Mais apparemment, c'est plus compliqué que ça, d'après ce que vous me disiez. Donc voilà, est-ce que vous pouvez revenir sur cette situation, m'expliquer ce que j'ai dit de faux et peut-être mieux résumer que moi ce qui se passe? Oui. Merci beaucoup de m'avoir ici. Oui, je suis d'abord sociologue, je suis artiste et je fais partie du collectif Antonima. Nous sommes un média digital alternatif, contre-hégémonique. C'est comme ça on se définit. On a un gros problème des monopolies des médias ici au Panama, avec beaucoup de problèmes des fake news et de pouvoir transmettre des informations correctes. On a aussi un gros problème de nos médias qui ont été achetés par les entreprises, entre elles First Quantum, qui fait beaucoup de propagande à sa faveur. Et puis cela a fait que durant les dernières années, il y a eu en gros une grosse manœuvre de propagande pour justement au moins essayer de mettre à sa faveur la population panaméenne. Ça n'a pas marché. Et puis, quand le gouvernement a essayé de faire passer et a réussi de faire passer la loi 406, un contrat loi pour faire, comme vous avez dit,
opéré Minera Panama pendant 20 ans, mais en fait, c'est 20 ans avec la possibilité de renouvellement si les deux parties sont d'accord et ne disent rien, 20 ans encore et 20 ans encore, du coup 60 ans en total. Et c'est ce que tout le monde un peu accepte. Le 20 octobre, ça s'est passé et c'est une loi qui a été passée en 3 jours. Euh, la première fois que le contrat-loi a essayé d'être passé avec une autre version, c'était en septembre. Et là, c'était la première fois un peu que la population, même avec toute cette opérative médiatique, on a déjà eu des grandes manifestations avec des premières répressions. Euh, mais ça n'a pas été aussi massif que comme maintenant à partir du 20 octobre. Et la réalité, c'est que la façon dont ça a été passé en 3 jours sans aucune consultation populaire, même si la loi oblige, même si la loi oblige à des temps de consultation, de séparer vraiment les trois organes et que, premièrement, il y a le premier débat, le deuxième débat, le troisième. Genre, ils ont vraiment. C'était un insulte. C'était un insulte à la démocratie, c'était un insulte à la population. Et c'est ça. Et c'est ça qui a fait le déclic avec le peuple, qui est sorti en masse dans toutes les provinces à se manifester contre ça. C'est ça. Oui, on a entendu tous les dégâts écologiques, tous les dégâts de santé que la mine nous laisse. C'est des problèmes qu'on connaît depuis des années. Panama, c'est pas un pays minier. On est un pays trop petit pour ce type d'opération. C'est un pays aussi crucial à niveau régional euh, en termes de diversité, de biodiversité, en termes de couloir, de, le couloir el corredor de biodiversidad, désolé, des animaux. C'est un pays stratégique. Et vraiment, c'est la conscience écologique, oui, on grandit avec elle. Ça reste un pays très paysan. On reste un pays à, dans, dont plus de 60-70% de la population vit dans les provinces rurales. Et du coup, les dégâts sont très visibles. Euh, la première conséquence très directe, c'est vraiment la perte d'eau courante. Euh, Même pas eau potable, juste eau courante, que en premier lieu s'utilise pour le canal. Euh, c'est triste de dire, mais le gouvernement priorise l'eau pour le canal que l'eau pour les populations. C'est la réalité. Et 3/4 du pays vit sans l'eau courante 24 heures sur 24. Il y a même des endroits où ils reçoivent de l'eau peut-être 3 fois par semaine, 12 heures. Et du coup, ils doivent vraiment rationner ça. Et puis de savoir la quantité d'eau qui est nécessaire pour la production du cuivre. Le cuivre est devenu un mauvais mot dans ce pays en ce moment. Et ça a été un insulte parce qu'on sent que, bien sûr, le gouvernement s'en fout complètement de la population. Et, et on a eu là 2 semaines très intenses de manifestations. Pour la première fois, je crois, dans l'histoire de notre jeune pays, il y a eu 250 000 personnes dans une avenue à manifester ensemble. Euh, Même durant l'époque des dictatures, jamais, jamais il y a eu autant de gens concentrés ensemble. Et à nouveau, je dis, c'est pas tellement,
c'est pas juste la question écologique, c'est pas juste la question ambientale, c'est vraiment la façon dans laquelle le gouvernement a travaillé, a opéré. Ça a été des claques au peuple. Et puis, Oui, parce que ce que vous m'expliquiez, c'est que il faut aussi revenir sur les mobilisations de l'année passée, donc de juillet, 2022, qui ont vu aussi des grosses mobilisations, c'était contre les mesures austéritaires du gouvernement, on va dire, contre la hausse des prix et contre, la corruption qui était connue au niveau des dirigeants. Et là, aujourd'hui, donc on a à la fois un enjeu écologique, un enjeu de souveraineté sur lequel on va revenir, mais c'est aussi il y a aussi une partie de la suite de cette mobilisation contre la corruption du gouvernement. Heu, est-ce que enfin, il y a des comment dire? Il y a des soupçons de corruption, encore une fois, dans cette affaire, en quelque sorte? des soupçons, des certaintés, je dirais. Oui, non, mais ça c'est Vox Populi. Euh, oui, d'une certaine façon, mais ça, c'est toujours au Panama, comme malheureusement dans beaucoup de nos pays de la région, on sait bien, et même, même j'irais à ce point, il y a certains juristes, parce que une question qui s'est passée quand cette loi elle a été approuvée en 3 jours, 4 jours. Euh, tout a éclaté. Et puis, soudain, il y a tout le monde qui est sorti dire voir comment est-ce qu'on peut l'arrêter ou qu'est-ce qu'on peut faire contre. Elle a été approuvée avec 44 votes dans l'Assemblée, de 71 euh, députés. Euh, 44 votes, seulement 51 ont voté. Du coup, 20 ont été absents. Il y a eu beaucoup de questionnements par rapport aux députés. On est aussi dans une année préélectorale. La plupart d'entre eux veulent se faire réélire. Soudain, ils ont tout sorti dire ah, je suis désolé, je ne savais pas ce que j'allais voter. C'est devenu un gros cirque. Euh, Tous les juristes médiatiques sont sortis dire moi j'ai la solution, moi j'ai la solution, moi j'ai la solution. Euh, les solutions qui ont sorti, c'était bon, les deux qui ont été présentées, les principales, c'était la dérogation de la loi avec une contre-loi, euh, une plainte à la Cour suprême pour pour que la loi soit jugée inconstitutionnelle. Ça, c'est un chemin qui est en train de prendre son train très, très lentement. On va en parler un petit peu plus. Et puis, une troisième option, qu'il y en a qui sont en train d'attendre à ça, que c'est que dans le contrat loi, il y a une clause qui pourrait annuler tout le contrat, qui dit au cas où, dans le cas de preuve absolue de corruption. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un qui peut sortir dire moi, on m'a payé pour faire approuver cette loi, le contrat peut être dissolu. Et il y a des juristes qui en parlent encore et disent, moi, je suis en train d'attendre mon patriote corrupt. Et le pire, c'est qu'on a déjà des expériences passées de politiciens qui sont sortis dans les médias avec des sacs de dollars, disant, regardez, on m'a payé, regardez, on m'a payé. Moi, je suis un patriote corrupt. Euh, du coup, c'est possible. Ça, c'est une troisième option. Ça, c'est un troisième chemin. Euh, Tout est possible. On espère, on espère. Et Mais non, mmh. ouais. Du Oui. coup, vous pouvez m'expliquer, heu, moi, j'ai cru comprendre qu'il allait avoir un référendum, à la mi-décembre, parce que c'est ce que le président du Panama avait annoncé, sous la pression. Et au final, il n'aura pas lieu, ce référendum. À la place, d'après ce que j'ai compris, c'est la Cour suprême qui devra
statuer sur la constitutionnalité ou pas de cette loi, sur les concessions minières? Enfin, où est-ce qu'on en est en gros? Et puis voilà, vers quoi on se dirige sur cette affaire? Oui. Du coup, bon, sauf le Patriot Accord, les deux autres options qui nous restent, c'est la contre-loi. Et il y a déjà, euh, je crois, deux contre-lois qui ont été présentées. Une, je suis certaine. L'autre, il faut voir, mais même les contre-lois, ça peut prendre du temps parce qu'elles peuvent très bien juste être mises à part ou ne pas être priorisées. Dans l'Assemblée, c'est un peu, bah, c'est les mêmes députés qui choisissent les priorités. Et puis, la route de l'inconstitutionnalité, je crois qu'on est à 10 plaintes d'inconstitutionnalité. Euh, et puis, là, et la, euh, oui, le premier jour que la Cour suprême pourrait dire si oui ou si non, le premier jour, ça ne veut pas dire que c'est ce jour-là, c'est le 23 novembre. C'est le minimum de temps que la Cour suprême doit attendre pour se décider. Par contre, quand la mine, que à ce moment-là, elle s'appelait Petaquilla, c'est exactement la même mine, juste un autre nom, euh, elle l'a ouvert, je crois elle venait d'ouvrir vers 2005, 2006. Mais elle commençait. Et puis, le CIAM, que c'est un centre d'incidence ambientale, ça s'appelle comme ça, ils ont présenté une plainte d'inconstitutionnalité pour le contrat en 2009. Euh, C'était la première fois qu'une plainte a été présentée contre cette mine-là, à Donoso. C'est le peuple où elle opère, où Minera Panama est. Euh, et puis, cette plainte a été acceptée par la Cour suprême en 2017, mais n'a été exécutée qu'en 2021. Du coup, c'est ça le gros problème de la route de l'inconstitutionnalité, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça peut prendre. Dans tout ce temps, entre 2009 et 2021, elle a continué à opérer, elle a continué à, à extraire les minéraux, elle a continué avec ses dégâts ambientaux, elle a continué à causer plein de problèmes de santé pour les populations autour et même plus loin, puisque les contaminations de l'eau, euh, on a des preuves scientifiques que les taux de cancer ont augmenté d'une façon très significative dans toutes les populations qui sont touchées par l'eau qui viennent depuis la mine. Euh, dans les 10 ans, 15 ans après, non, 20 ans après même, bah, entre que la mine a commencé à opérer et puis 2021. Euh, et, et ça, c'est justement, c'est toutes les preuves qu'on a écoutées dans les premières consultations publiques en septembre. On a reçu vraiment des discours incroyables des médecins, des scientifiques de biologie, des chimiques. On a reçu toute la communauté scientifique s'est réunie. C'était vraiment pas que des politiciens. Bien sûr, on a reçu des travailleurs, des syndicalistes. On a aussi reçu, genre, la mine, elle a ramené tous ces travailleurs. Malheureusement, c'est pas très honnête parce que ils sont venus pas dans les meilleures conditions pour venir dire bah sans ça moi j'ai pas de salaire et je peux pas vivre. Cet argument que bien sûr ça a été très 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 utilisé de que c'est le seul projet qui me permet de vivre, c'est pas un bon argument. Panama pendant toute son histoire, on a toujours dit bah le tourisme au Panama. Il y a plein d'autres options, et c'est vrai.
On a mis en avant les possibilités de l'écotourisme, de l'agrotourisme. C'est un pays avec plein de ressources naturelles. C'est ce qu'on dit toujours, les ressources naturelles, c'est la source la plus importante, c'est une ressource les plus importantes au Panama. Un des consignes les plus fortes qui ont sorti dans cette manifestation, c'est que l'or du Panama est vert. Justement pour faire appel aux minéraux qui sont en train d'être extraits par la mine. Et c'est ça qu'il faut sauver. Et du coup, dans ce premier débat, toutes ces preuves, cette évidence qui est sortie a été incontestable. Mais malheureusement, même avec tout cet effort qu'on a réussi entre septembre et octobre, autant avec les plaintes dans la Cour suprême, mais aussi une fois que le président oui, bon, il a essayé de faire ce référendum, sauf que, comme j'ai dit, c'est un cirque. Il l'a fait sans vraiment consulter si c'était possible. Je répète, on est dans une année préélection et le tribunal électoral n'est pas dans les conditions de mener à bout un référendum à niveau national. Euh, c'est aussi pas quelque chose que le président peut décider, que l'exécutif peut décider juste comme ça. C'est un procès et aussi c'est inconstitutionnel parce que euh, dans notre constitution, les référendums peuvent seulement être faits si ça a à voir avec la constitution. Un contrat-loi n'applique pas exactement parce que c'était pas le référendum n'était pas à voir avec la mine. Le référendum qu'il voulait mettre en avant, c'était est-ce que vous, est-ce que le citoyen veut que Panama soit un pays minier ou pas? Du coup, c'était même pas est-ce que vous voulez fermer Minera Panama? Ça allait continuer. C'était une autre question. C'était aussi une façon de distraire la population. Euh, et c'était pas un référendum qui était contraignant. Du coup, ça allait ni avoir avec le canal, ni avoir avec la Constitution. C'était un référendum un peu vide, pas un peu, c'était un référendum vide. Et c'était impossible de faire. Du coup, il a lancé ça sans consulter à personne. Et après, il a disparu. On a aussi un président disparu et tout le monde se demande où il est. Il est absent en ce moment. On a une direction, on a une présidence absent, un président absent. C'est un cirque, c'est un cirque. Et ça fait que ce vide, cette absence de direction forte dans un moment de crise politique, ça laisse un peu la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Certainement, c'est les médias avec leur voix vendue et achetée qui remplissent, même si c'est pas des directions, mais c'est du blablabla, qui c'est aussi très virulent la communication qu'ils mettent en avant, euh, puisque c'est plutôt du oui, c'est vendu. Ils veulent retourner, un retour à la normalité. Pour pas répéter des phrases trop d'une autre époque. Mais on se sent comme ça. On se sent comme se vouloir invisibiliser ce qu'on a passé, même si le problème n'a pas été résolu. Parce que c'est ça, le problème n'est pas résolu. Il y en a qui disent non, maintenant il faut juste attendre que la Cour suprême décide, même s'ils ils se rappellent pas que ça peut passer 20 ans. Mais c'est la fatigue, c'est la fatigue. Mais ça, c'est la fatigue dans la ville capitale. Parce que dans le reste du pays, particulièrement dans les
provinces plus rurales, dans les provinces qui vivent les dégâts environnementaux, qui sont directement touchés par ça, il y a eu une prise de conscience trop importante par ce qui se passe, euh, qui fait qu'ils ne baissent pas les bras. C'est vrai que la situation a l'air assez confuse là, comme ça, euh, avec ce président absent qui lance un référendum qui au final ne peut pas avoir lieu. On est en attente de ce que va faire la Cour suprême, mais en même temps, la décision de la Cour suprême, elle aura un impact aussi inconnu vu ce qui s'est passé la dernière fois qu'elle avait prononcé l'anticonstitutionnalité d'un tel texte. Est-ce qu'aujourd'hui, les mobilisations, elles en sont où par rapport à ce qu'elles étaient au début? Est-ce qu'elles continuent? Est-ce qu'elles ont un mot d'ordre spécifique? Voilà. Où est-ce qu'on en est au niveau des mobilisations? Et puis, comment elles se composent? Parce que dans les médias ici, on dit qu'il y a divers syndicats, qu'il y a des membres de certaines communautés indigènes, des étudiants, voilà. Qu'est-ce que vous observez sur le terrain? Euh, oui, il y a bon, le mouvement est un peu désarticulé. Dans les groupes indigènes, il y a particulièrement les Nowe qui est le groupe le plus, dans ce mouvement en particulier, c'est le groupe le plus combatif, qui est en première ligne. C'est un groupe qui a aussi une expérience d'avoir mené en avant des luttes en 2011 et 2012 pour cette même question, euh, contre le gouvernement de Martinelli en ce moment-là. Aussi qui voulait faire passer des lois qui allaient ouvrir la porte complètement ouverte à des entreprises coréennes et canadiennes pour exploiter leurs terres dans leur territoire autonome, autant pour des mines comme aussi pour des reprises hydroélectriques. Et puis, ils ont réussi à ce moment-là de l'arrêter. En ce moment-là, c'était aussi des répressions violentes, mais vraiment, vraiment, vraiment violentes. Et même, c'était en coopération avec le gouvernement de Costa Rica, de Laura Chinchilla à ce point-là, puisque c'est un territoire qui est justement dans la frontière entre Panama et Costa Rica. Euh, du coup, les Nové-Bouglais, à nouveau, c'était un des premiers groupes à se mobiliser, à menacer depuis le mois de septembre. Ils disaient, et ils ont averti le gouvernement, il faut, on vous dit, approuvez pas ce contrat parce qu'on va bloquer la route. Approuvez pas, on va bloquer la route. Ils ont approuvé, ils ont bloqué la route. Et c'est la route interaméricaine, que c'est la route que justement, c'est la route la plus importante, pas seulement pour le pays, mais aussi pour le continent, puisque ça traverse tout depuis le Canada jusqu'à l'Argentine. Euh, du coup, il y a beaucoup de trafic commercial qui va par là, et c'est ça qui a aussi fait des blocages à niveau commerciaux qui font des pertes assez importantes. Et puis, ça, c'est un groupe qui travaille d'une façon relativement isolée, mais qu'on est en train un peu de, de faire d'articuler avec, puisque, bon, ils travaillent de façon assez isolée, mais puisqu'ils sont à côté des provinces plus rurales, ils travaillent beaucoup avec les paysans. Comme j'ai dit, il y a cette division centre-périphérie ou plutôt rurale-urbaine, puisqu'il y a aussi deux consciences très différentes. Il y a la conscience urbaine qui reconnaît l'abus politique et puis les populations rurales qui sentent les effets des dégâts environnementaux. Du coup, les mouvements dans
ouais, dans les provinces rurales, ils continuent. Il y a autant les paysans qui continuent les blocages de routes, comme les pêcheurs qui continuent les blocages maritimes, comme pour le port de First Quantum, mais aussi dans les provinces de Bocas del Toro, euh, et aussi dans la frontière avec Costa Rica, côté Caraïbes, qui font juste leurs manifestations, mais aussi c'est un blocage économique. Ils font une grève euh, sur leur bateau. Et puis, dans la ville, dans les centres urbains, on a, bon, à niveau national, il y a la grève des enseignants. La grève des enseignants, ils font, là, ça fait 3 semaines qu'ils sont en grève. Ils organisent relativement souvent des grèves il y a des grèves générales à niveau national. Deux, trois, on a eu, on a eu presque, je crois, dans 3 semaines, je crois qu'on a eu euh, presque une dizaine. Euh, on a eu jeudi et là, la prochaine, c'est lundi. Ouais, la prochaine, c'est lundi. Ils essayent de coordonner assez souvent. On n'arrive pas à faire des grèves encore de 2, 3 jours de suite, mais quand même, c'est assez organisé pour plusieurs secteurs. Euh, c'est aussi un pays qui est très privatisé. Du coup, nos syndicats sont encore assez faibles. On a aussi beaucoup de personnes qui travaillent dans le système privé. On a aussi un gros secteur informel, qui travaille dans le secteur informel. Du coup, c'est un peu, il y a beaucoup de précarité dans nos travailleurs et travailleuses. Euh, Beaucoup qui travaillent par contrat, bon, ce serait des CDD. Euh, et c'est ça aussi qui rend difficile une grève générale vraie, disons. Euh, mais c'est quand même des efforts assez importants. Je crois qu'à niveau de conscience, il y a quand même il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup de support pour les grèves générales, mais pour vouloir arrêter surtout ouais, pour vouloir arrêter l'économie. Et ça a aussi à voir de comment la classe empresariale, la classe capitaliste s'est positionnée dans tout ce mouvement. Euh, et pas juste dans tout ce mouvement, depuis même l'année passée avec la crise qu'on a eue, la crise sociale qu'on a eue par rapport à la hausse du coût de la vie. C'est la première fois qu'il y a eu une vraie définition entre la population générale et la classe capitaliste. La conscience au Panama, c'est quand même, en termes de classe, c'est quand même assez conservatrice. Euh, on n'est pas un pays très industrialisé. Ça a toujours été un pays d'une économie transitiste, c'est ce qu'on appelle. C'est un pays de service. Avec le canal, ça a toujours été un pays au service de. Euh, que ce soit la banque ou que ce soit les bars et voire même les travailleurs sexuels, les travailleuses sexuelles qui venaient servir les marins. Ça, c'est un peu l'histoire de l'économie panaméenne. C'est une économie de service. Du coup, comment ça s'est développé? On reste une économie de service, on reste une économie transitiste. Et puis, euh, on parle beaucoup de la population générale et puis cette classe capitaliste qui est au service d'eux, qui s'est développée beaucoup, mais qui s'est développée au service des étrangers, qui s'est développée au service de vendre le pays euh, aux multinationales, aux États-Unis, aux Français. Bon, le Français, c'était le premier qui est venu vouloir faire le canal, c'est pour ça un peu. Et dans ce sens, là, bah, j'allais un peu aller juste dans la question de la souveraineté, mais c'est Mais que dans ce justement, sens,
j'allais vous articuler, enfin rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que euh, on va dire que ce rapport aux entreprises transnationales, c'est quelque chose qui est un peu ancré dans le Panama. Euh, et puis, pour revenir sur le Panama, je vais vous poser une question plus globale, et puis peut-être que on va un peu justement agrandir le spectre pour parler plus globalement de ce qui se passe. Euh, En Amérique latine, les projets d'extraction, ils ont assez mauvaise presse cette année en tout cas, et depuis un moment, mais cette année particulièrement. L'Équateur en août a refusé l'exploitation du pétrole dans le parc de Isuni. En février, c'est le Chili qui a renoncé au projet minier Dominga, qui concernait lui aussi du cuivre et du fer, alors que le Chili, peut-être contrairement au Panama, est un pays dont l'économie repose beaucoup sur l'industrie minière. Alors, est-ce qu'on peut dire que le peuple au Panama et peut-être globalement les populations d'Amérique latine ont une conscience aiguë de l'importance de ne pas vendre leur environnement? Ou est-ce que chaque cas est spécifique et typiquement le cas du Panama, il est très spécifique en ce qui concerne ce rapport à la vente de son territoire et à sa souveraineté? Euh, je dirais que au Panama, c'est un peu divisé, mais chaque fois plus la question environnementale. Il y a une conscience de l'importance de l'environnement, ça c'est clair. Ça c'est quelque chose qu'on grandit avec. Euh, depuis la primaire à l'école, on est très conscient de notre position privilégiée, comme on nous le dit, de notre position stratégique. Et c'est pas seulement à voir avec le canal, mais savoir avec les animaux, savoir avec les espèces, avec la position et la biodiversité qu'on a. C'est un rapport spécial, mais au même temps, je crois que il y a cette économie transitive, cette économie du service. Ça fait que, par exemple, la question du tourisme, c'est un peu la pensée immédiate qu'on a de qu'est-ce qu'on peut faire avec le pays. C'est toujours, on est au service d'eux. Et ce service, être au service d'eux va aller jusqu'au point oui, vendre. Quelque chose aussi simple comme nos côtes, nos plages. On a les deux mers. On a l'océan Pacifique et on a la mer Caraïbe. Euh, et par contre, même si par loi, toutes les plages sont publiques, il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'accès public. Euh, la plupart des plages ou les meilleures plages ont été vendues à des resorts internationaux. Euh, les, il y a un autre territoire autonome des Gunayalas qui s'appelle ouais, que c'est une communauté, c'est un groupe originaire qui est entre Panama et Colombie, qui sont vraiment en train de résister autant au changement climatique, parce que c'est un ensemble de 365, bon, je ne sais pas maintenant combien il reste, mais 365 îles, euh, qu'on entend tout le temps qu'ils sont menacés parce que Hilton veut aller construire un méga resort là-bas sur leur incroyable île du côté Caraïbe. Du coup, il y a toujours cette menace et il y a toujours un peu cette pensée de mais pourquoi pas. Au même temps, on est traversé par notre histoire avec les États-Unis qui n'a même pas demandé. Si on voulait faire un canal, la décision de construire un canal a été justement décidée par un Français et un États-Unien qui ont décidé où et comment notre pays allait être coupé en deux. Euh, et vraiment au milieu du pays, euh, sans décider comment on allait pouvoir voir notre famille de l'autre côté de la frontière. On appelle même ça la cinquième frontière qu'on avait pendant presque 100 ans.
le Panama tel qu'il est n'a que 23 ans, en fait. C'est un nouveau pays dans ce sens-là. Et puis, c'est la question, la souveraineté, je dis toujours, ça passe beaucoup plus que juste est-ce qu'on peut décider sur nos territoires, mais c'est aussi comment est-ce qu'on peut gestionner nos territoires. Et ça, c'est quelque chose qu'on est toujours en train de, en tant que nation, et surtout en tant que, plutôt dire, en tant que pays plurinational, qu'on accepte, qu'on est toujours en train d'accepter ça. On a plusieurs drapeaux, puisqu'on a plusieurs nations. On a la nation Embera, on a la nation Nove, on a la nation Puna. On est aussi un pays multiculturel. Dans les différentes provinces, on a des populations qui sont afro, qui sont des afro-antillanas complètement. On a beaucoup de populations qui sont des descendantes des esclaves africains, qui sont, mais des différentes, euh, disons, des différentes expériences, puisque c'est pas la même chose. Ceux qui sont venus, les esclaves qui sont venus à cause pour la construction du canal, que ceux qui sont venus beaucoup avant. Notre histoire, elle est très très riche et on la connaît même pas. Mais on est très très divers. C'est un pays très très divers qui est, puisqu'on a été au service d'eux, on s'est même pas arrêté à voir qui est-ce qu'on on était nous-mêmes, et qu'est-ce qui allait nous bénéficier. Et notre notre bourgeoisie, elle est très, 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 très stupide, puisqu'elle vend le meilleur, elle vend le mieux qu'on a. Avec tout ce qu'on reçoit du canal, on pourrait très bien pouvoir avoir un système public fort et solide. Impossible. Impossible. Pourquoi? Parce que la corruption, à nouveau, c'est tellement prépondérant. C'est une bourgeoisie idiote et corrupte qui fait ce qu'elle veut sans pouvoir penser plus de 5 ans devant. euh, et du coup, comme toujours, c'est les populations, c'est les couches les plus pauvres, c'est les couches les plus démunies qui mettent le corps dans toutes les luttes. Oui, c'est les paysans, c'est les peuples originaires, c'est les étudiants de l'université ça fait 3 semaines qu'ils sont en train de dormir à l'université, puisqu'ils tiennent ce bastion sans pouvoir retourner chez eux, en train de presque rien manger ou de manger ce que les gens les amènent. Moi, j'essaie d'aller 3 fois par semaine pour les amener des bouteilles d'eau et au moins des pizzas pour qu'ils bouffent quelque chose. Euh, et c'est une lutte que des fois je me dis, bon, pour la Suisse, ça peut être un peu choquant et ça peut nous faire voir encore très exotique. Mais non, parce que c'est vraiment, c'est une lutte encore physique, encore avec des pierres et des cailloux et même des armes assez, assez Rudimentaire. rudimentaires, oui. Mais je pensais, je sais pas comment on appelle Le qu'on lance-pierre. lance, oui, et des armes aussi de nos indigènes que je me disais, Mm. waouh, ça en Europe ou aux États-Unis, ils diraient, ah, mais bien sûr, mais c'est le troisième monde, mais c'est ce qu'on a aussi. Mm. Et ça marche. Et ça marche avec les flics. Et pour revenir sur ces questions de souveraineté et puis de comment dire, de la profondeur je sais pas si c'est le bon mot, vous me direz, du traumatisme par rapport à l'histoire commune que vous avez avec les États-Unis, on va dire. Il y a eu des événements récents aussi dans le cadre de ces mobilisations qui ont ravivé ce, ce- ces ressentiments, Oui, notamment avec
Bah, l'assassinat de 2 enseignants qui faisaient partie des mobilisations, c'est ça? Oui, la semaine passée, dans dans une manifestation, on a vraiment, on a des manifestations tous les jours, et puis il y a des blocages tous les jours, mais c'est pas partout tous les jours, non, c'est organisé dans certains endroits. Et puis dans ce cas-là, ils étaient en train de couper la route, interaméricaine dans un village. Hem, Manif de l'association des professeurs, c'est le syndicat à niveau national, et il y avait bien sûr un bouchon de voitures. Heu, un monsieur, des États-Unis, Kenneth Darlington, il a décidé de descendre de sa voiture, de sortir une arme et de, assassiner froidement, froidement, vraiment, c'est ah, et puis, c'était à 14 heures de l'après-midi. 2 des manifestants, un c'était un prof, l'autre c'était le mari d'une professeure, qui était en train de soutenir la manif. Heu et puis c'était devant tout le monde, vraiment, c'était à l'après-midi, juste une manifestation des enseignants qui étaient là, certains étaient même avec leur famille. Et puis la façon dans laquelle il l'a fait, comme j'ai dit, très froidement, la façon dont la police l'a arrêté tranquillement, heu, les images qui ont sorti de lui en train de prendre un café tranquillement dans la station de police, à comparer avec la répression brutale, les abus policiers, les traitements des manifestants. Je veux dire, j'ai des amis qui ont été tapés dessus, qui ont été arrêtés sans accès à leur portable, à des juristes, à des avocats, à pouvoir contacter leur famille pendant presque 72 heures, juste parce qu'elles ont été arrêtées pour manifester, pour rien que pour ça. Et quand on compare ça avec ce monsieur, cet assassin, qu'en plus, après, ça s'est révélé qu'il était un Zonian, que c'est quelqu'un qui est né dans la ex-zone du canal quand c'était territoire des États-Unis, qui a grandi là-bas. Et c'est une population particulière puisque beaucoup d'entre eux, déjà, ils se sentaient que c'était territoire des États-Unis, c'était pas le Panama. Heu, Beaucoup d'entre eux, jusqu'à aujourd'hui, ils ressentent le fait que ce territoire, heu, est redevenu partie du Panama. Hem, il y a ç ça ré ça nous a choqués beaucoup. Ça a été des images très, très fortes, ça nous a bouleversés. Hem, je peux dire ouais, je veux dire, genre, je la moitié des gens que je connais étaient en train de pleurer beaucoup, 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 beaucoup. L'autre moitié était en train de gueuler, et moi, je sentais de la violence pure. Ça m'a enragée, heu, autant pour les enseignants qui étaient juste en train de manifester pour un meilleur futur pour eux et pour leurs enseignants. Si on voit les pancartes des enseignants, ils disaient: Je suis en train de faire de l'éducation en ce moment pour mes étudiants. Ça, manifester, c'est éduquer. Et même, on voit les étudiants qui parlent et ils disent, ils soutiennent à fond leurs enseignants qui manifestent. Ils les soutiennent à fond. C'est pas, il n'y a pas non plus là une séparation, disons. Peut-être il y a des parents qui veulent pas avoir leurs enfants chez eux, ça se comprend aussi, s'ils doivent aller travailler, oui, ça peut être inconvénient. Mais en général, il y a un consensus de la population que c'est quelque chose qui vaut la peine à les protester.
que c'est une lutte qui vaut la peine. Et comme j'ai dit, surtout en dehors de la ville capitale, en dehors de Panama City. Et ça, c'était en dehors, ça, c'était dans une des provinces rurales. Ça a été vraiment choquant d'avoir quelqu'un comme ça. Et j'ajoute aussi que après, dans tous les réseaux sociaux, dans tous les groupes, que tout le monde est devenu détective Sherlock Holmes, ils ont aussi trouvé que le beau-fils de l'assassin est cousin ou je sais pas quoi, famille du vice-président. Alors là, oui, ça c'était du coup encore plus fort l'incendie de Twitter et des réseaux sociaux. Est-ce que ça s'est fait, ça s'est pas fait, genre, je sais pas. Mais ça a vraiment enragé. Il y a beaucoup d'émotions très très fortes qui sont en jeu en ce moment. À nouveau, par manque de direction politique, la plupart des gens sont en train d'agir par émotion que par réflexion. Tout le monde est perdu. Il n'y a pas aussi de grande compréhension à qu'est-ce qu'on peut faire. D'un côté, on nous dit attendez sagement à que la Cour suprême décide. Ça peut passer 20 ans. De l'autre côté, on veut continuer à faire de la pression pour qu'une des contre-lois soit passée et que ça s'arrête. Mais la seule façon de faire pression, c'est avec les blocages. Mais il y a la partie réactionnaire conservatrice de la société qui ne veut pas de blocage parce que les blocages arrêtent l'entrée des denrées alimentaires à la ville. Et on est en rupture de stock dans beaucoup des supermarchés, beaucoup de marchés. Et quand il y a des denrées qui entrent, il y a aussi une hausse des prix. Je veux dire, juste il y a 3 jours, je suis allée acheter des carottes et je crois que c'était à 10 $ le kilo. C'est absurde. Et ça n'a rien à voir avec la réalité. Du coup, on fait avec et on est en train de manger que du riz et des trucs que j'avais il y a un mois. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a quelques semaines, ils ont dit commencez à acheter et commencer à acheter comme si c'était mars 2020. On est comme ça. Il y a une incertitude très, très grande. Il y a beaucoup de confusion, Mmh. pas d'élection. Il y a une très, très grande rage. Et aussi, on approche, et ça, c'est pas quelque chose, je crois, à ignorer, on approche les fêtes. Mmh. Je crois déjà novembre, c'est les fêtes nationales. Le 3-4 novembre et le 3, 4, 10 et 28 novembre, c'est 4 dates qui sont nationales, que c'est des grandes vacances. Normalement, novembre, c'est un peu un mois perdu Mmh. en vacances. Et je crois que le gouvernement pensait que ça allait dégonfler le mouvement. Ce ne l'a pas fait. Je crois qu'à nouveau, ils pensent que les fêtes de fin d'année, ça va dégonfler le mouvement. On va voir. Et puis, votre, collectivo Antonima est là pour essayer d'éclaircir un peu la situation? Vous travaillez à ça? Parce que j'ai vu que vous aviez quand même, enfin, vous étiez bien suivi, vous avez beaucoup d'abonnés et cetera. Vous avez quand même un certain poids, on va dire, ou? Oui, on est un des, je ne sais pas si le seul média, bon, ouais, un des seuls médias vraiment, vraiment, vraiment de gauche qui présente scientifiquement qui essaie un peu de contraire la narrative hégémonique avec des faits concrets. Parce que les, à nouveau, les médias traditionnels, c'est absurde à quel point c'est des fake news. Genre, c'est même, ils se déguisent même pas
en vrai journaliste. Et puis, on essaye de combattre ça. On essaye aussi de combattre certaines narratives, comme par exemple avec ce qu'on a mis en avant de que une contre-loi, c'est un chemin possible. Il ne faut pas juste rester à attendre l'inconstitutionnalité. Ça, c'est une position qui a été fortement essayée d'être mise à bas par les médias traditionnels. Parce que bien sûr, le gouvernement veut que tout le monde soit sage, retourne à leur maison, retourne à travailler, on fait comme si rien n'était passé. Et quand je dis fortement combattu, c'est qu'il y a eu des propos assez virulents contre n'importe qui propose une dérogation. En particulier, les syndicats qui poussaient à ça, puisque c'est une pression politique qui peut se faire, c'est une pression de rue qui peut être exercée. Ça a été complètement presque criminalisé. Tout le monde qui disait dérogation, automatiquement criminel. Criminel, toi, tu veux être dans la rue, tu veux faire du chaos, tu es un terroriste. Ils utilisent des mots à ce point-là. Tu es un terroriste, tu es violent, tu es un... je sais pas quoi. Du coup, on essaye de faire un peu de ramener des juristes. On a un ami, un camarade qui est un juriste de loi internationale qui essaie de présenter pourquoi est-ce que même si c'est déclaré inconstitutionnel, dans un arbitrage international, il n'y a pas de garantie. OK, on va faire les choses, on va expliquer tout très tranquillement pour que les gens n'ont pas peur. Mais oui, c'est un travail d'éducation. C'est pas un travail d'agitation, c'est un travail d'éducation, mais qui est très nécessaire. Malheureusement, au Panama, il n'y a pas de... Historiquement, on n'a pas de... Comme j'ai dit, on n'a pas d'institution politique forte. On n'a pas d'institution idéologique forte. Parce que autant nos médias comme notre université, comme nos écoles, sont faibles. Notre système éducatif est très faible. Il est quand même resté dans le XXe siècle. Il n'y a pas trop de pensée critique et du coup, ce qui domine, c'est ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, c'est chaos, c'est chacun pour soi, c'est tout qui peut se passer. Et puis, il y a beaucoup de médias digitaux très, très amarillistas, Confus. non de sensationnalistes Mhm. qui qui est vraiment au service des Du intérêts particuliers. buzz. Oui, Ah. voilà, du buzz et surtout des intérêts partidaires. Euh, c'est très important de se rappeler cette période préélectorale. Beaucoup de candidats ont profité de ce moment-là pour se positionner, eux, comme quoi, oui, regardez le gouvernement, tout ce qui fait mal. Et nous, au moins, on est là pour dire, ah oui, toi, dans ton gouvernement, t'as fait quoi? Ah, t'as fait ça, 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 en faveur de la mine. Ah non, toi, t'as choisi qui comme ton vice-président? Le ex-avocat de Minera Panama. Ok, d'accord, on va dire ça. On va dire ça, on va dire ça, on va dire ça. Parce qu'il faut être là. Il n'y a pas, il y a pas de vrai journalisme au Panama. Nous, on ne se prétend pas journaliste. On est vraiment juste un groupe de... Bon, c'est quoi? On a genre des économistes, on a des on a des historiens, des sociologues, on a un peu scientifiques sociaux tous. Mais on essaie de faire un peu ce travail d'éducation
et on réussit à avoir quand même un public assez important. Hier, par exemple, on a publié une vidéo en parlant de la jeunesse parce que il y a eu beaucoup de buzz sur comme quoi ça c'était le mouvement de la jeunesse, mais la jeunesse ne prend pas trop la parole non plus. Et hier, dans une des chaînes de télévision les plus importantes, une des deux les plus importantes, ils ont invité une étudiante pour justement essayer qu'elle dise ah, les profs, ils veulent qu'on répète tous l'année. Et elle a sorti et elle a dit, elle a 17 ans, elle a dit non, en fait, nous, on soutient nos profs. Moi, par exemple, je veux être infirmière. À quoi ça me sert d'être infirmière si tous mes patients, ils sont malades parce que l'eau, elle est contaminée? Elle a été incroyable. Elle a été vraiment incroyable. Et bien sûr, la chaîne de télé, elle a essayé d'effacer toutes les vidéos de cette interview. Nous, on a sauvé cette vidéo, on l'a publiée, juste envoyée partout. Et ça, c'est aussi un travail de pouvoir divulguer cette information qui est là, que c'est pas tout non, mais c'est faire le contrepoids médiatique qui est nécessaire. Parce que vraiment le combat idéologique est depuis que les États-Unis sont venus au Panama en 1903, ils ont décidé tout sur comment pense le Panaméen, sur quels livres sont possibles, sont acceptables, quelles parties sont acceptables. Je veux dire, la même université du Panama n'avait pas un département de sociologie jusqu'à les années 80 parce qu'ils avaient peur des groupes radicaux. Il n'y a jamais eu vraiment la possibilité d'un parti de gauche qui émerge réellement parce que les États-Unis ne le permettaient pas. Et bien sûr, les gouvernements panaméens acceptent ça. Et c'est en train de changer gentiment ou c'est compliqué? En tout cas, il y a plus cette censure du monstre états-unien ou? Il y a encore, juste dans ce cas, Palestine, dans le conflit Palestine-Israël en ce moment, malheureusement, ça me donne trop de la peine, mais Panama, même si elle vote pas à faveur des États-Unis, elle s'abstient. Mmh. Elle va jamais aller vraiment contre les États-Unis, ou au moins pas encore. Je crois qu'il y a un futur, mais comme je dis, Panama, elle a gagné son indépendance il y a 23 ans à peine. Alors, il y a du travail à faire, il y a du boulot. Il y a un potentiel. Quand je vois un peu la jeunesse désorganisée, la jeunesse un peu plus générale, je parle beaucoup, par exemple, avec l'Association des étudiants de sociologie. Moi, je suis assistant prof et je vais entrer en tant que professeur de sociologie à l'Université nationale. Que finalement, oui, on a un département. Et c'est des étudiants vraiment, vraiment avec des grandes difficultés économiques. Et ça me donne une grande appréciation un peu de quelle est la pensée du Panaméen qui doit se réveiller, par exemple, à 3h30 du matin pour pouvoir entrer au boulot à 7h. Et pourquoi à 3h30 du matin? Parce que il n'y a pas une grande planification urbaine de la ville et tu dois te prendre 3 heures de bouchon le matin. Et du coup, tu dois sortir à 4h, 4h15 de ta maison pour pouvoir être à 6h45 devant ton boulot. C'est horrible, mais c'est la réalité des milliers de personnes chaque matin. Et ces questions-là, elles sont c'est tellement évident, c'est tellement des obstacles matériaux directs
que je crois une direction politique qui puisse répondre à ça directement et dire: «On va même pas parler d'idéologie, on va juste parler de répondre à des questions sociales là», ou la question de la santé publique, la question des écoles. Je veux dire, il y a eu tellement de plaintes sur, ne pas pouvoir circuler librement à cause des blocages, des blocages de route. On a encore des enfants que pour aller à l'école chaque matin, doivent traverser des rivières tellement dangereuses en tyrolienne, en tyrolienne inventée par leur mère et risquer leur vie. C'est un pays qui est, comme je dis, c'est le 6e pays le plus inégal au monde. Parce qu'on a ça et en même temps, on a une un un gratte-ciel Trump Tower avec des appartements à 1 million de dollars. C'est absurde. Mmh. Alors il y a beaucoup de raisons de se manifester. Il y a beaucoup de raisons de sortir à la rue, de participer de la grève générale. Les syndicats, ils sont criminalisés par tous les médias, par tous les gouvernements, mais ils ils font leur boulot comme ils peuvent. Le mouvement étudiant n'a pas trop d'expérience ou de temps de vraiment s'articuler peut-être de la meilleure façon, mais ils défendent leur passion, et ils s'organisent avec les jeunes groupes des syndicats et puis on essaye, et c'est ça un peu ce qu'on essaie d'organiser cet après-midi, d'articuler avec les groupes des jeunes paysans, des jeunes groupes originaux et puis on espère que peut-être pas pour maintenant, mais pour l'année prochaine ou éventuellement avoir, oui, une coordination un peu plus solide parce qu'on sait que ça va pas être la fin. Comme j'ai dit, oui, savoir avec la question minière, mais c'est beaucoup plus que ça. La souveraineté, que c'est vraiment le noyau de toute cette question, c'est comment notre territoire qui a toujours été servi au reste du monde, on peut se l'approprier de la meilleure façon, en tant que pays et en tant que pays autant divers qu'on est. Alors merci, Anna Kirano pour cet entretien. Moi, j'ai appris plein de choses et j'ai trouvé tout ça passionnant. Donc je vous souhaite, bonne continuation à vous, au Collectivo Antonima, puis, au peuple panaméen dans sa lutte, puis merci d'être venu en tout cas. Merci à vous.